stratégique, celle du dépistage. Si on n'est pas dans le dépistage, on aura en face de nous des complications aussi importantes. C'est des vrais poids lourds de la médecine. Les cardiologues me diront, bien sûr, vous avez mis l'infarctus Longor, mais ils vont me dire où est la mort subite. Les internistes vont me dire où est l'embolie systémique de cristaux de cholestérol. Les gastro ici présents dans la salle diront où est la stéatose hépatique. L'ophtalmo me dira où est la rétinopathie, etc. Sont cités l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance rénale, la rupture des anévrismes, etc., etc. C'est pour dire qu'en face de cette dyslipidémie, si elle n'est pas dépistée, il y aura en face de nous ces complications majeures, parfois malheureusement irréversibles, et entraînant une mauvaise qualité de vie du patient au minimum, si ce n'est pas le décès. Permettez-moi de faire un peu de lecture. Les dyslipidémies favorisent le processus athéromateux au cours de toutes les étapes clés, qu'il s'agisse de l'initiation, de la rupture, de la progression ou de la rupture. Je vous laisse un petit peu méditer cela. On prend une petite pause santé. Et si on devait reposer la question à nos jeunes étudiants, à nos jeunes résidents ici présents, peut-être qu'ils ont déjà oublié ces 3 étapes. Ça serait mieux de schématiser, de voir donc à votre droite les principaux aspects, les cardiologues connaissent bien ça, l'artère saine qui va subir l'initiation de l'athérosclérose, qui va passer inaperçue, longtemps inaperçue, la rupture, les ruptures régulières vont être à l'origine de la progression de la maladie, c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche, sur l'image de gauche, et puis certaines ruptures vont obstruer totalement la lumière et être à l'origine d'événements cardiovasculaires beaucoup plus majeurs. Donc, cette initiation, puis cette rupture va entraîner des progressions à l'origine d'une maladie chronique, d'ischémie chronique, et il se pourrait, au cours de l'évolution, qu'il y ait un thrombus qui va obstruer toute l'artère et à l'origine d'événements cardiovasculaires plus importants. Le problème dit comme cela n'est peut-être pas bien éclairci. Si on pense, et les cardiologues connaissent bien cet aspect, cette thrombose qui va obstruer complètement l'artère est vue malheureusement chez des sujets jeunes, chez qui on n'a pas encore identifié des facteurs de risque. C'est des patients qui ont à peu près la cinquantaine, 50-55 ans, qui vont faire des événements cardiovasculaires brutaux sans qu'on sache déjà qu'ils sont hypertendus, diabétiques, etc. Et donc ils ne vont pas bénéficier de cette protection cardiovasculaire que peut bénéficier certains patients qui ont eu la chance d'avoir une maladie plutôt progressive, des ruptures qui n'ont pas obstrué complètement la lumière artérielle. Il y a un cardiologue bien connu sur la place d'Alger qui avait 65 ans quand je l'ai entendu dire cette phrase. Il a dit, moi je suis sûr que je suis coronarien, mais je suis sûr également que je ne vais pas mourir d'une mort subite, parce qu'il était potentiellement dans la phase d'une progression lente de maladie avec identification des facteurs de risque et déjà une protection cardiovasculaire versus des jeunes patients chez qui nous n'avons pas identifié ces anomalies et qui vont subir les complications aiguës. Ainsi, nous introduisons la notion de plaque vulnérable et de plaque stable. Cet aspect est à connaître. En pratique, nous avons tiré déjà une première conclusion tout à l'heure et nous avons parlé du dépistage. Donc on a compris que devant cette dyslipidémie et ce qu'il y a en face de cette dyslipidémie, les événements cardiovasculaires majeurs, il fallait un dépistage, c'était une priorité. Quelle population doit bénéficier de ce dépistage? Les recommandations, on est obligé de revenir aux recommandations, il y en a beaucoup. Il est clair qu'on est à l'aise de dire que tout patient qui a fait un événement cardiovasculaire, on doit rechercher une dyslipidémie. Il est clair que tout patient
qu'il y a déjà d'autres facteurs de risque, ça a été dit tout à l'heure, une hypertension artérielle, un diabète, etc., nous devons chercher obligatoirement la dyslipidémie. Lorsqu'il y a un antécédent familial également d'hypercholestérolémie, nous sommes tenus de rechercher une dyslipidémie. En dehors de cela, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire le dépistage. En médecine interne, actuellement, la grande tendance, c'est de dépister la dyslipidémie chez des patients qui ont des maladies inflammatoires. Cet aspect d'actualité, vous trouverez plein d'articles sur lupus, inflammation et athérosclérose, entre parenthèses avec dyslipidémie bien sûr, pour rester sur le thème. La même chose pour la polyarthrite rhumatoïde, etc. On peut citer toutes les maladies inflammatoires. D'ailleurs, dans les années 1800, on avait fait le lien entre athérosclérose et inflammation. Donc ça revient d'actualité. C'est peut-être plus difficile de faire le dépistage dans toute la population. Il est clair que, comme on l'a vu dans la plaque précédente, un patient obèse, un tour de taille élevé, on est amené à faire un dépistage de la dyslipidémie. Mais il faut savoir que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si on prend les obèses, il est classique de dire qu'il y a des obèses déjà malades, qui ont d'autres facteurs de risque. Il est classique de dire qu'il y a l'obèse en bonne santé apparente, qui ne se sait pas malade, mais si on doit fouiner, on va trouver. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avons fait une étude avec les collègues de médecine interne, dans le cadre de la Société algérienne de médecine interne. On avait travaillé sur les obèses, on a trouvé que 60% d'entre eux présentaient au moins une anomalie métabolique méconnue. C'était un obèse considéré comme sain. Et puis, il y a cette troisième catégorie qui est très intéressante à connaître, c'est ces grands obèses qui ne font pas du tout, durant toute leur vie, une dyslipidémie ou une complication liée à l'athérosclérose. C'est les obèses métaboliquement sains. C'est un sujet d'actualité, on peut méditer sur cet aspect. Ça, j'allais dire, c'est pas un souci parce qu'un obèse, on va faire une exploration et puis on trouve ou on ne trouve pas, c'est pas un problème. Si on prend le troisième cas de figure, c'est des sujets qui ne sont pas obèses, qui sont plutôt maigres et vous n'allez même pas penser à rechercher une dyslipidémie chez ces patients. Ils ne sont pas obèses, ils ont un tour de taille qui est normal. Et puis ces patients vous dire, moi je ne mange pas beaucoup, je ne suis pas obèse, pourquoi je fais cette dyslipidémie? Donc c'est ce type de patients qui sont de poids normal, mais qui sont métaboliquement obèses. Donc cet aspect d'actualité, je pense qu'il est à bien connaître. C'est dire que ce dépistage, si on a défini déjà un groupe de population qui doit bénéficier d'un dépistage, ce n'est pas évident de dépister, de faire un bon dépistage, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et cet aspect nous renvoie à l'aspect ectopique de la graisse, cette graisse viscérale, qui est bien sûr nocive pour la santé, versus la graisse sous-cutanée qui ne l'est pas. Et dans notre cursus, on a appris à faire l'examen cardiovasculaire, l'examen de l'appareil digestif, les thyroïdes, etc. Mais on ne nous a jamais appris, et nous-mêmes actuellement, nous n'apprenons pas à nos étudiants comment rechercher des anomalies de la graisse. On ne sait pas examiner le tissu adipeux. Voilà quelques-unes des anomalies qui peuvent nous amener à penser qu'il y a cette notion de graisse ectopique, en dehors bien sûr du tour de taille qui est classique.